comment éduquer nos enfants à une meilleure alimentation? On en parle avec le docteur Food et le docteur Colin. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir le docteur Pascal Goncalves. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec vous. Avec plaisir. Alors, on vous connaît aussi sous le nom de docteur Food. Et c'est vrai qu'on est ravis de pouvoir parler avec vous. Vous êtes médecin généraliste spécialisé dans la prévention et vous publiez le livre « Mieux vaut prévenir » aux éditions Thierry Soucard. Avec cette petite pastille que j'ai relevée tout de suite, n'allez pas chez le médecin avant d'avoir lu ce livre, qui quand même en dit long sur tout ce qu'on peut apprendre avant effectivement d'aller chez le médecin. Par Skype également, j'accueille le docteur Jean-Jacques Colin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin nutritionniste, spécialiste du surpoids et des troubles alimentaires. Ravi également de pouvoir discuter avec vous. Vous publiez le grand cahier des TTC pour manger en paix. Alors TTC, justement, parce qu'on ne sait pas tous ce que ça veut dire. Thérapie cognitive et comportementale. On va en parler ensemble. Faire en sorte que son enfant mange bien. C'est un challenge pour tous les parents. Je crois que même pour les parents eux-mêmes, c'est un challenge finalement. Parce qu'on se rend compte quand même qu'on est follement attiré par ce qui est gras, par ce qui est roboratif, par ce qu'il ne faut pas manger, non ? Docteur Goncalves. Alors, ce qu'il ne faut pas, je ne serais pas aussi catégorique, parce que c'est justement en employant des termes comme ça qu'on met dans l'opposition. Et je préfère le terme éviter plutôt que d'interdire. Et éviter et limiter. Parce qu'il n'y a pas c'est pas parce que vous allez manger certains types d'aliments dont on sait qu'ils peuvent être néfastes sur le long cours qu'il va se passer. Voilà, souvent je prends l'exemple de. C'est pas parce que vous allez manger des aliments ultra transformés qu'un jour vous allez vous transformer en Choc-à-Pic, ça marche pas comme ça. De toute façon, il faut qu'il y ait vraiment une alimentation répétitive sur le long terme pour qu'on puisse avoir des répercussions. Donc interdire non, limiter bien sûr. Et l'idée, voilà, c'est de réussir à faire les bons choix. Et c'est bien là la difficulté, c'est qu'aujourd'hui c'est devenu difficile de faire exactement les bons choix, parce qu'en fait le mot que vous employez est important. Aliments transformés. Moi je serais tout de suite partie sur les aliments gras par exemple. Mais c'est pas forcément mauvais pour la santé. Exactement. Et je vais même être très pointilleux, ce ne sont pas les aliments transformés, mais les aliments ultra transformés qui posent problème. Les aliments transformés, quand vous faites la cuisine à la maison, vous transformez l'alimentation et ça pose pas de problème, d'accord ? D'accord, mes pommes de terre qui sont saines, je les transforme en frites, moi, par exemple. C'est de la transformation, mais c'est une simple transformation. Après, il y a d'autres soucis, vous savez très bien, voilà, les frites, on va pas s'amuser à en manger tous les jours, mais c'est le problème de l'ultra transformation qui pose problème. Et en fait, il faut savoir, c'est les chercheurs brésiliens qui ont mis ça en évidence et qui ont créé une classification qu'on appelle la classification NOVA. Et cette classification NOVA, pour nouveau en portugais, elle a 4 groupes. Et en fait, il y a les aliments bruts, le premier groupe. Le deuxième groupe, ce sont les ingrédients culinaires. Le troisième groupe, les aliments dits simplement transformés. Et le quatrième groupe, Nova 4, les aliments dits ultra transformés. Et en fait, c'est ce quatrième groupe qui pose problème pour la santé. Donc, ce sont vraiment les aliments ultra transformés qui vont poser souci pour la santé sur le long cours. Dans mon exemple des frites, pommes de terre qui devient frite parce que baignée dans l'huile, qui devient ultra transformée parce que quoi par exemple ? Parce qu'on peut alors tout ce qui va être nuggets, etc. Alors y ajouter du croustillant, y ajouter un arôme, c'est ça ? Exactement, parce qu'en fait dans l'ultra transformation, il y a ce qu'on va y ajouter, mais il y a aussi le processus qu'on va faire subir à l'aliment d'origine. Donc ça, il y a vraiment 2 choses sur l'ultra-transformation. Donc les additifs ou ingrédients, ce qu'on appelle les ingrédients ou additifs cosmétiques industriels, qui vont être là. Pourquoi cosmétique ? J'aime beaucoup ce terme, parce que le cosmétique, on connaît tous ce terme-là, mais voilà, on va mettre un cosmétique pour sentir bon, pour s'embellir le matin, pour avoir meilleure mine. Et bien avec l'alimentation, les industriels font la même chose. Pour rendre un aliment bon, pour le faire sentir bon, pour le rendre plus sympa, plus attrayant, etc., ils utilisent ce type d'ingrédients. Et c'est ce type d'ingrédients qui est problématique pour la santé. Alors, en général, on est toujours plus ou moins d'accord entre médecins, mais est-ce que vous partagez le point de vue, Jean-Jacques Colin, du docteur Pascal Goncalves ? Tout à fait. On ne se passe pas exactement du même point de vue, puisqu'on fait plutôt dans la prévention. Et moi, vous voyez mon âge, donc j'ai une certaine expérience. Je vois des patients qui sont plutôt adultes et qui ont un problème alimentaire, qui ont un trouble alimentaire. Mais le point de départ, et je suis bien d'accord avec mon confrère, le seul conseil que je donne, moi, c'est éviter les aliments ultra transformés, c'est-à-dire essayer de cuisiner le plus possible soi-même ou consommer avec modération les aliments très industrialisés. Effectivement. Docteur Colin, sur ce point-là, on est tout à fait d'accord. À quel âge on commence déjà à bien manger ? Est-ce que l'alimentation, ça s'apprend dès l'enfance, dès le plus petit âge ? Docteur Colin. Oui, bien sûr, on commence à bien manger. Mais
personnellement, je me place au niveau des troubles alimentaires. C'est-à-dire, bien manger, oui, c'est-à-dire manger des aliments de bonne qualité. C'est ce que je dis aux parents. Je dis aux parents que c'est les parents qui ont la responsabilité de la qualité et l'enfant ou l'adolescent la responsabilité de la quantité. Et c'est deux choses différentes. Moi, je me place à ces deux niveaux. Mais effectivement, plus l'alimentation est variée, moins elle est transformée, moins elle est industrielle. Dès le plus jeune âge, mieux c'est pour la santé. Je pense qu'on est d'accord tous les deux absolument là-dessus. Docteur Goncalves, quand en fait, on devient parent, on a la responsabilité aussi d'éduquer finalement nos enfants à une bonne alimentation? Oui, alors oui, et surtout, alors moi je m'amuse, on n'a pas beaucoup de temps malheureusement en consultation, mais c'est une des questions que je pose systématiquement aux enfants pour cibler un petit peu l'alimentation. Je lui demande, tu as mangé quoi ce matin au petit déjeuner? Et le petit déjeuner, c'est un repas qui peut être difficile à ce qu'il ne soit pas ultra transformé, parce qu'en fait il y a beaucoup de choses, il y a la rapidité du matin, j'ai pas le temps, etc. Et c'est vite. Et quand en général on me donne un petit déjeuner idéal, j'ai envie de dire, bon, sur le reste je suis à peu près. La première question, je lui dis, bon, effectivement, toi tu as pris quoi ce matin au petit déjeuner? Ma deuxième question c'est, et vous, madame, vous avez pris quoi ce matin au petit déjeuner? Et j'insiste souvent pour dire, un enfant ça n'obéit pas, un enfant ça imite. Et si effectivement on veut faire manger des aliments sains à notre enfant, mais que nous de notre côté on mange des aliments ultra transformés, ça ne peut pas marcher. Donc il faut que toute la famille finalement aille dans le bon sens. Il faut que toute la famille aille dans le bon sens, il faut que toute la famille mange ensemble, le petit déjeuner ça se partage. Alors bien sûr on me dit j'ai pas le temps, je sais, je vous promets, je sais ce que c'est de pas avoir le temps, j'ai 4 enfants, on travaille avec ma femme, je sais ce que c'est. Mais c'est vraiment des moments où le petit déjeuner, on est ensemble et puis on partage tous la même chose et à partir de là, les enfants, ils imitent. Mais de dire à un enfant, voilà, et puis lui, qu'est-ce qui est bon ou pas bon, il n'est pas capable. C'est à nous de lui faire découvrir les goûts, c'est à nous de l'aider et de le guider. Mais il est guidé quand il voit ce que nous mangeons, tout simplement. Alors les chiffres de l'obésité en France ne sont pas bons du tout, ils sont en hausse. Selon l'INSERM, les classes d'âge les plus jeunes sont les plus touchées, je les ai sous les yeux. Donc en 2020, le nombre de jeunes obèses entre 18 et 24 ans est 4 fois plus important qu'en 1997. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, docteur Collin, pour qu'on voit ces chiffres à ce point augmenter? Justement, c'est un problème puisqu'on est en 4e plan PNNS. Le premier est commencé en 2001. Et apparemment, il semblerait que ces plans soient un échec. Alors, mon idée personnelle au niveau comportemental, c'est que plus on essaye de contrôler l'alimentation, plus on oublie qu'on a des systèmes de régulation naturels, c'est-à-dire respecter ses sensations, c'est-à-dire sa faim, son envie de manger, sa satiété, son rassasiement et son plaisir alimentaire. Et ces systèmes sont en eux-mêmes régulateurs, c'est-à-dire que en respectant ces sensations, on mange à peu près ce dont on a besoin. Alors ça, docteur, c'est dans un monde assez joli et meilleur, dans un vrai monde où on a l'inflation, le Covid, la guerre, les manifestations, les enfants qui sont stressés et l'angoisse. Moi, maman, mon enfant, mon entourage, on se jette sur le chocolat, on se dit on a envie d'aller faire un petit gâteau pour essayer de se donner le moral, de faire des crêpes. Enfin, je veux dire, c'est assez naturel et finalement on se rue sur l'alimentation. Est-ce que c'est un comportement très classique? Alors, non seulement c'est naturel, mais c'est bénéfique, c'est-à-dire que l'alimentation sert aussi à réguler des émotions, sert aussi à se réconforter. Et c'est la lutte contre cette attitude qui est antinaturelle. En fait, vous avez envie de vous réconforter, vous mangez un morceau de chocolat. Si vous dégustez votre morceau de chocolat, vous n'aurez pas besoin d'une tablette pour vous réconforter. Le plaisir du morceau va suffire. Une fois que vous serez réconforté, vous allez passer à autre chose et il n'y aura pas de souci. C'est lutter. Si vous vous dites « il ne faut pas que je mange du chocolat », là, vous allez avoir envie d'en manger, et quand vous allez trouver une tablette, vous risquez de la finir. Donc c'est plutôt un problème comportemental à ce niveau-là. Mais c'est tout à fait normal de manger quand on a des émotions désagréables, manger pour se réconforter. C'est quelque chose, il faut comprendre, c'est quelque chose de physiologique.
Alors justement, docteur Goncalves, j'allais dire docteur Food, parce qu'on vous connaît tellement sous ce nom-là, on adore docteur Food. Vous consacrez plusieurs chapitres, évidemment, à l'alimentation et surtout à la prévention, hein, à mieux prévenir justement ces problèmes en rapport avec l'alimentation. Et vous consacrez un chapitre avec renouer avec vos sensations de faim. Plusieurs questions qui se posent, et je ne vais pas les lire, vous allez les lire évidemment et l'acheter vous-même, mais qu'est-ce qui vous pousse à manger? On y vient, mais surtout, comment mieux être à l'écoute de votre faim? Parce que c'est vrai que c'est ça le problème, se dire, ok, j'ai un comportement qui effectivement en fonction de l'actualité, en fonction de ma journée va être modifié, mais comment je fais pour me dire est-ce que réellement j'ai faim ou est-ce qu'en fait j'ai juste envie d'un gros câlin ou tout simplement de pouvoir sortir et faire du sport ou de m'alimenter autrement? Alors je vais rebondir sur ce qui était dit précédemment. En fait, on peut réguler sa faim, c'est possible, mais avec des aliments bruts ou peu transformés. Donc ça veut dire brut, on est d'accord, fruits, légumes. Oui, les fruits, les légumes, vous pouvez avoir des fruits secs, vous pouvez avoir du vrai chocolat, ça peut être simplement transformé, des fruits à coque. C'est pas transformé le chocolat? C'est simplement transformé, ce n'est pas ultra transformé. Mais vous pouvez avoir du chocolat. La difficulté avec l'ultra transformation, c'est ce que j'explique dans ce livre, c'est que quand on pense ultra transformation, on est tous là à faire malbouffe, fast food, soda, point. Mais en fait, vous avez de la moutarde ultra transformée, vous avez du vinaigre balsamique ultra transformé, vous avez de la soupe ultra transformée. Justement, un pot de moutarde. On prend l'exemple typique d'un pot de moutarde. On a ces moutardes qui sont très chères, soi-disant artisanales, etc., etc. Celles-ci sont peut-être moins transformées qu'une moutarde très classique de supermarché qui sera moins chère que d'autres. Alors, l'exemple de la moutarde, je vais prendre la soupe. La soupe, c'est quand même l'aliment par excellence qu'on pense santé, ligne, etc. Et quand vous regardez dans la soupe, faire une soupe, quand on a fait une soupe à la maison, voilà, on a des légumes, on va mettre un peu d'eau, etc. On va faire son potage ou son velouté. Quand on va être dans la grande distribution, on va utiliser des additifs, on va surtout mettre un peu plus d'eau parce que ça coûte moins cher. Voilà, donc si on raisonne en industriel. Mais l'eau, c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais, mais on va rendre la texture avec de l'amidon, avec d'autres choses pour rendre un petit peu plus de goût, des extraits pour donner du goût à cette soupe. Donc faire une soupe de légumes sans légumes. Où je voulais en venir, c'est que quand on parle de réguler sa faim, il est possible de réguler sa faim avec des aliments pas transformés, peu transformés, mais avec des aliments ultra transformés. Il faut imaginer que des aliments ultra transformés, ça ne se trouve pas dans la nature. Ce sont des ingénieurs, ce sont des hommes en blouse blanche qui ont constitué ça, qui ont fait en sorte, qui ont fait goûter à plein de personnes, qui ont dit c'est ça qui va leur faire en manger plus, c'est ça qui va les faire acheter plus. Et quand vous mettez la main dans le paquet ou dans le sac et que vous ne pouvez pas vous arrêter, c'est pas parce que vous êtes faible, c'est pas parce que c'est de votre faute, c'est parce que ça a été conçu pour, ça a été fait pour ça. Et donc c'est très difficile de respecter ces signaux de satiété quand on mange mal en fait. C'est ça, parce qu'en fait ça rend addict. Exactement. C'est trop salé, trop sucré, trop poivré, enfin bref. C'est la qualité de l'alimentation qui doit être la base. Avant de me préoccuper de la quantité, etc., d'abord la qualité. Si je mange mieux, automatiquement je mangerai moins. D'accord, c'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu trop de transformation justement de l'alimentation qu'on a détecté de nouvelles maladies ou en tout cas dérangements qui sont comme l'allergie au gluten ou tout ce type de manifestations qu'on peut découvrir davantage en ce moment? Alors ça peut, tout ce qui est intolérance au gluten, on suppose que c'est ce qu'on a fait subir aux céréales par rapport à il y a plusieurs années, qui fait qu'aujourd'hui on peut savoir de plus en plus de personnes qui sont intolérantes au gluten et pas la maladie cœliaque est une maladie complètement très grave. C'est complètement différent. Mais en fait, c'est ce qu'effectivement on a fait subir. Et je rebondissais, on parlait du PNNS tout à l'heure. Effectivement, ce qui est problématique quand on voit les chiffres, c'est qu'on se dit, bah mince, on fait plan après plan et ça continue de grimper. Il y a un problème quelque part. Il y a quelque chose qu'on a loupé, qui ne va pas. Et moi, ce quelque chose, je pense qu'il y a une grande part où il manque tout simplement une éducation. Tout simplement à l'alimentation. Il faudrait peut-être penser, Jean-Jacques Collin, une éducation au sein des écoles, commencer déjà finalement, puisque les enfants y arrivent dès l'âge de 3 ans, même certains l'âge de 2 ans et demi, de repenser la manière de manger. Et pour autant, tous ceux qu'on invite sur ce plateau, qui nous parlent des cantines, que ce soit les chefs, que ce soit les gens qui pensent les cantines au sein du ministère, se disent en permanence préoccupés par l'alimentation des enfants. Je pense que ça a déjà été évoqué un petit peu par Pascal. Alors, le premier problème, c'est le timing, le temps. C'est-à-dire que l'éducation, c'est déjà prendre le temps de manger et de manger sans faire autre chose. C'est vrai pour les enfants comme pour les adultes. C'est-à-dire que pour pouvoir ressentir sa faim, sa satiété et en tenir compte, il ne faut pas faire autre chose en même temps. Il faut manger en mangeant, sans rien faire d'autre. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et puis, comme ça a été dit aussi, l'éducation,
Ça vient des parents par le modèle, c'est-à-dire que si les parents mangent varié de tout, et ben les enfants auront envie de manger la même chose, c'est-à-dire de tout et varié. Et si les parents mangent toujours la même chose, ben les enfants mangeront aussi toujours la même chose. Donc, effectivement, le facteur éducation est important. Et on parlait aussi de la malbouffe tout à l'heure. On va quand même l'évoquer parce que ça préoccupe tout le monde. Et puis, c'est quand même un mot qui revient souvent dans la bouche à la fois des parents, des enfants, mais aussi des journalistes que nous sommes. Donc, la question, enfin, les médecins que vous êtes, la question, c'est de se dire, est-ce que c'est une fausse impression que les plats tout faits semblent être presque, finalement, moins chers, plus accessibles que les produits bruts qu'on peut trouver chez les petits commerçants? Docteur Collin. Je pense que c'est une impression quand même. Hein. Oui. Parce que quand on fait le marché, les légumes ne sont pas si chers que ça sur les marchés. Et les plats tout préparés sont relativement chers. Mais effectivement, le problème de la malbouffe, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas le fait qu'il y ait du sucre ou du gras dans les aliments, c'est les additifs qui sont ajoutés et qu'on ne connaît pas. Quand vous faites vous-même votre cuisine, vous savez exactement ce que vous mettez, la quantité d'huile que vous mettez, la quantité. Mais quand vous achetez un plat tout fait, vous ne savez pas du tout ce que l'industriel a mis comme additif. C'est souvent ces additifs quand même, notamment beaucoup des effets hormonaux divers. Et c'est là où je trouve le problème. On est bien. Entièrement d'accord sur ce plan-là. Des additifs qui peuvent être vecteurs de maladies graves ou pas, docteur Foudeux? Alors, il y a les additifs, mais il y a ce qu'on fait, je le redis, ce qu'on fait vraiment subir à l'aliment quand on les dégrade complètement par des procédés industriels. Il y a les additifs, les ingrédients qu'on va ajouter, et ce qu'on fait subir à l'aliment brut. Oui, on sait, aujourd'hui, ça fait une vingtaine d'années, on a de plus en plus d'études qui montrent que sur le long terme, quand on a une alimentation riche en aliments ultra transformés, on est plus à risque d'avoir du surpoids, du diabète, de l'obésité. Et il y a même une étude qui a tout simplement conclu qu'on augmentait son risque de mortalité. Avec des problèmes cardiaques aussi, non? Et des problèmes cardiovasculaires aussi, exactement. Oui, surtout ce type d'aliments. Je voudrais juste rebondir sur votre question précédente. Le problème, entre guillemets, c'est pour ça qu'il faut vraiment remettre une éducation et essayer d'inciter les enfants dès le plus jeune âge à recouvrir les goûts, à prendre goût à la cuisine, etc. Parce que vous parliez de plats pré-préparés, tout est dans le nom en fait. C'est préparé, j'arrive, je le mange, point. Quand je vais acheter des légumes, il va falloir prendre le temps de le cuisiner et de faire un minimum d'efforts, entre guillemets. Mais il faut quand même avoir conscience que ce minimum d'efforts, c'est peut-être le faible prix à payer pour que nos enfants aient encore, dans quelques années, la possibilité de manger des fruits et des légumes, parce que si on continue comme ça, on va dans le mur de toute façon. Donc voilà, un des gros problèmes, c'est ça, c'est qu'on veut tout de suite, on n'est plus patient. Et voilà, on se retrouve avec les plats pré-préparés qu'il suffit de manger tout de suite et de réchauffer tout de suite. Et on en perd l'instant du repas convivial et de préparer à manger, etc. Et puis on parle des familles aussi qui n'ont pas la chance de pouvoir manger ce qu'ils veulent tout le temps, qui sont effectivement, et elles sont très nombreuses, à ne pas avoir effectivement les ressources suffisantes pour acheter effectivement des fruits et légumes qui coûtent quand même très cher aujourd'hui. Très clairement, c'est quand même excessif. Alors tous les prix ont augmenté partout avec l'inflation. Enfin, les fruits et les légumes, ça fait quand même longtemps que ça devient presque inaccessible. Comment faire et quel est le rôle justement de l'école et de la fameuse cantine, puisque certains enfants mangent finalement presque un repas par jour. Encore faut-il le rappeler. Oui, et puis c'est le rôle aussi, j'ai envie de dire, malheureusement, de la cantine, parce que au moins il y a certains enfants où ça va être le seul repas de bonne qualité qu'on va pouvoir leur offrir. Donc oui, ça pose problème clairement, mais je pense qu'autour de ce repas de la cantine, il faudrait vraiment, c'est là que se fait l'éducation en fait. C'est sur le repas du midi, sur la cantine, par des choses très simples. On n'est pas obligé d'être. Enfin, je dis souvent quand même, l'alimentation. On parle de transversalité dans l'enseignement, etc. C'est la matière par excellence transversale. Avec l'alimentation, on peut faire de l'histoire, on peut faire de la géographie, on peut faire des mathématiques, on peut faire plein de choses. Vous venez à ma prochaine question. Est-ce qu'il faudrait intégrer finalement l'alimentation, la cuisine, les repas, non, mais le végétal, tout? Oui. Voilà, à l'école. Oui. Vous êtes d'accord aussi, docteur Collin? Oui, bien sûr. J'adore cuisiner et je pense que c'est intéressant. Après, c'est une question de temps, mais c'est vrai qu'il n'y a pas la même chose dans un produit fait à la maison qu'un produit
J'étais tout préparé, c'était évident. Je pense aux purées, parce que la différence entre une purée mousseline et une purée faite à la main, sur le plan nutritionnel, est énorme, alors que ça paraît la même chose quand on regarde dans l'assiette. J'aimerais juste revenir sur un exemple. Calories ne veut pas forcément en dire, même apport nutritionnel. Si on prend un Pokéball et un Big Mac, on est d'accord qu'on n'a pas du tout le même apport énergétique, et pourtant en calories c'est la même chose, oui ou non? Les deux docteurs Food. Alors je dirais même pas, enfin il faut avoir, c'est ce qu'on a cru pendant très longtemps en fait. On pensait que toutes les calories étaient égales. D'accord? C'est-à-dire qu'on pensait que la calorie d'un soda était équivalente à une calorie d'un fruit. Une calorie égale une calorie. Pendant très longtemps, on a pensé ça. Et on pensait qu'il suffisait tout simplement de manger moins de calories pour perdre du poids ou pour être mieux. Mais alors dans ce cas-là, je vais vous poser la question, comment ça se fait que le light, l'allégé, le 0% n'est pas réglé le problème du surpoids, de l'obésité? Exactement. D'accord? Oui. C'est que ce n'est pas uniquement une question de calories, mais surtout de qualité des calories. Et qu'en fait, on a souvent parlé du fructose. J'ai même entendu des fois qu'on me dit attention, faut pas manger trop de fruits parce qu'il y a du fructose dedans. Mais en fait, ça n'a jamais tué personne de manger des fruits, d'accord? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans un soda, vous allez avoir 1 gramme de fructose, dans un fruit, vous allez peut-être avoir 1 gramme du fructose, mais les deux n'ont strictement rien à voir, parce que ce gramme de fructose qui est dans un soda, qui est libre, qui est là, qui demande qu'à perturber votre organisme, et ce gramme de fructose qui est dans un fruit avec ses fibres, qui est là, qui est structuré, qui est beau, qu'on a envie de manger, eh ben ça n'a rien à voir sur l'organisme, il va arriver tranquillement dans l'organisme, on va l'absorber, etc. Et c'est la qualité des calories dont on ne savait pas il y a quelques années encore et maintenant qu'on découvre. Et on a même montré, et j'en terminerai là, qu'à calories égale ingérées, si on mangeait des aliments ultra transformés, eh ben on prenait plus de poids que quelqu'un qui mangeait des aliments peu transformés, à calories égales. Oui, ce qui paraît logique. Et il y a aussi cette dernière question, parce qu'on a malheureusement on manque de temps, mais c'est aussi l'association peut-être des aliments, non, qui joue. Est-ce qu'on peut associer constamment, par exemple, protéines et féculents? Est-ce qu'il faut faire justement, peut-être par moment, un peu attention et avoir une alimentation plus équilibrée en termes de protéines, légumes ensemble et féculents et légumes ensemble? Alors moi, je ne parle pas dans mon livre, alors à quelques rares exceptions pour être plus pédagogue. En fait, je ne parle jamais, on ne parle pas protéines, on parle pas, c'est pas ça manger. On mange des aliments, on mange pas des nutriments. On veut tout, là, on veut rendre de la science dans tous les aliments. Attention, qu'est-ce que j'ai dans... Non! Reprenons les choses simples, il faut raisonner en catégories. Produits végétaux, produits animaux. Au sein des produits végétaux, il y a les céréales, les fruits, les légumes, les légumineuses, les fruits à coque. Sortez des... Attention, il y a trop de protéines, il y a trop de glucides ou autre. On a l'impression qu'il faut être ingénieur pour savoir manger aujourd'hui. Il faut sortir de là. C'est simple de bien manger. Il faut juste réapprendre les bases. Et tout simplement, et après, on mangera mieux. Et en mangeant mieux, automatiquement, on préviendra un certain nombre de maladies. Docteur Callin, je rappelle que vous avez publié le grand cahier des TTC pour manger en paix, donc les thérapies cognitives et comportementales. Donc c'est quoi exactement et en quoi elles influent justement sur l'alimentation? Alors, dans ce cahier, je parle de thérapie comportementale, mais pas que ça. Je parle surtout au début, de ce dont on va parler déjà maintenant, des sensations alimentaires. C'est-à-dire, l'idée c'est que nous avons en nous des systèmes qui permettent de réguler notre alimentation, à condition de ne pas prendre des aliments trop transformés, comme ça vient de dire. Et l'idée, c'est de cultiver ce système, c'est-à-dire prendre le temps de manger, justement, prendre le temps d'écouter ses sensations pour savoir quand est-ce qu'on a faim, quand est-ce qu'on a envie de manger, quand est-ce qu'on a moins faim, quand est-ce qu'on a plus faim du tout et qu'on est rassasié. Et puis ensuite, accepter d'utiliser aussi de temps en temps son alimentation pour autre chose que pour se nourrir, c'est-à-dire pour gérer ses émotions, comme on vient de dire, pour être aussi en société, pour partager avec d'autres. Et ça, c'est pas du tout un problème non plus. Et puis après, il y a tous les facteurs qui interviennent dans les troubles alimentaires, donc qui sont des facteurs émotionnels. S'ils prennent un pas important, donc je propose des exercices avec des exercices de pleine conscience et de thérapie comportementale et cognitive pour essayer de progressivement d'y remédier. J'ajoute aussi, mais là on est dans les troubles alimentaires, qu'un des problèmes, c'est l'insatisfaction corporelle. Beaucoup de gens font des régimes, surtout des femmes, parce qu'elles ne sont pas satisfaites de leur aspect corporel, parce que
elles ne correspondent pas à l'image qui est donnée. Parce que les hommes leur mettent la pression, peut-être. Et là, c'est vraiment une autre émission. Et là, c'est important justement de travailler là-dessus aussi, parce qu'effectivement, l'image du corps idéal véhiculée dans tous les médias est impossible à obtenir et ça entraîne une souffrance. Et il ne faut pas compenser cette souffrance en se mettant au régime pour essayer de maigrir, parce que ça... Avec plaisir. On en parle souvent justement, notamment à l'école, vous l'imaginez bien avec les adolescents, de ce culte du corps, en tout cas de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et de ce que les enfants, en fait, nos adolescents y trouvent. Merci beaucoup. C'est un sujet... On en parlera avec joie une autre fois. Merci beaucoup, Dr Collin, d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre livre, Le Grand Cahier des TTC pour manger en paix, est disponible. Ainsi que Dr Pascal Goncalves, merci beaucoup d'avoir été avec nous, alias Dr Food, les bons conseils d'un médecin de famille pour échapper aux maladies. Parce que oui, effectivement, bien se nourrir, c'est aussi échapper à des maladies graves et on le sait, pour éviter d'aller chez le médecin que quand on est malade, mais justement pour réfléchir avant à tout ça et de se dire mieux prévenir que guérir. On connaît la phrase. Merci mille fois d'avoir été avec nous tous les deux. Ce livre est publié aux éditions Thierry Soucard. Merci. On marque une pause et on se retrouve.